Vendredi 11 décembre 2015, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. D'abord, ce communiqué de presse de l'opposition politique ainsi libellé par lettre numéro 0191 en date du 9 décembre 2015, le Premier ministre président du Conseil national du fichier convie les membres de la dite instance à une réunion de validation du fichier. L'opposition politique dénonce et fustige les manœuvres frauduleuses par lesquelles le Premier ministre cherche à valider un fichier qui n'existe pas encore, car du point de vue de l'opposition politique, ce fichier en l'état actuel ne peut faire l'objet de validation qu'après un audit préalable et indépendant. En effet, sur la base d'un rapport d'étape qui comporte de nombreuses insuffisances, le Premier ministre s'arroge le droit de convoquer une réunion dite de validation alors même que le CFEP parle d'un rapport d'étape. Par conséquent, l'opposition politique dénonce et rejette l'ordre du jour tel que libellé sur les lettres de convocation. L'opposition politique soucieuse de l'organisation de scrutins inclusifs, sincères, transparents et crédibles se donnera tous les moyens légaux pour combattre cette supercherie. Elle exhorte la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, à prendre ses responsabilités et prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur le comportement frauduleux du Premier ministre consistant à ériger un rapport d'étape en fichier à dessein. L'opposition rejette d'avance toute tentative de cette nature signée par le chef de file de l'opposition, El Hadji Seyni Oumarou. Justement, cette réunion du Conseil national du fichier avec un tel ordre du jour rejeté et dénoncé par l'opposition politique se tient depuis quelques heures dans la salle des banquets de la primature. Selon notre équipe sur place, elle se tient avec la présence effective de tous les acteurs concernés par le processus électoral, y compris donc l'opposition. Nous allons vous faire suivre dans nos éditions de demain, Inch'Allah, ce qui s'est dit et décidé au cours de cette réunion du Conseil national du fichier électoral. Restons à la primature où s'est tenue ce matin toujours dans la salle des banquets une réunion de présentation du bilan des activités humanitaires menées au Niger au cours de l'année 2015 qui s'achève avec un point spécial sur la région de Difa déstabilisée, comme vous le savez, depuis le début de cette année par les incessantes attaques de la secte islamiste Boko Haram. Je propose de faire le résumé de cette réunion avec nos reporters Sadou Doumi et Hassan Saleh Mustafa. 10 mois après les premières attaques de Boko Haram sur le territoire nigérien, la situation humanitaire reste préoccupante dans la région de Difa. Les membres du gouvernement du Niger, les partenaires et les représentants des organismes humanitaires se sont réunis autour du Premier ministre ce vendredi. Objectif, faire le point des actions humanitaires menées au Niger en 2015. Pour 2015, nous avons plusieurs catégories, bien sûr, qui sont liées aux crises multiples qu'a connu le Niger et que connaît malheureusement encore le Niger. La première catégorie, c'est l'insécurité alimentaire, où exactement 3 466 662 000 personnes, la malnutrition aiguë sévère qui touche 176 092 personnes, la malnutrition aiguë modérée pour 445 591 personnes, la prise en charge des enfants de 0 à 23 mois, la prise en charge des mères accompagnantes, la prise en charge des femmes enceintes et des femmes allaitantes, l'appui aux victimes des inondations, l'appui aux réfugiés du Mali, aux déplacés internes et l'appui aux migrants et aussi la prise en charge des actions sur les épidémies. Quelques 174 structures humanitaires sont actives sur le sol nigérien. Les activités de la plupart de ces structures sont focalisées dans la région de Difa. La situation humanitaire est complexe au Niger et résulte de la combinaison de défis tant structurels que conjoncturels. À l'insécurité alimentaire et à la malnutrition chronique se superpose la récurrence d'inondations, de périodes de sécheresse, ainsi que la résurgence d'épidémies telles que le choléra, la rougeole et surtout la méningite après 5 années d'accalmie. Malgré tous les efforts du gouvernement et des partenaires, des défis humanitaires persistent et requièrent encore une assistance d'urgence
pour les plus vulnérables et des solutions durables pour limiter les crises. La situation humanitaire à l'est du Niger interpelle tout le monde. Le Premier ministre appelle une fois de plus les partenaires du Niger et les organismes humanitaires à soutenir davantage les autorités nigériennes dans leur combat contre Boko Haram et la prise en charge des personnes vulnérables. Nous constatons certainement à l'issue de ce bilan 2015 que nos peines nous ne sommes pas au bout de nos peines. Et nous devons nous armer encore de plus de détermination pour faire face à la situation. Je pense que nos partenaires sont tout à fait engagés dans cette dynamique. Nous devons tous ensemble nous redéployer dans ce sens. Entre 2011 et 2015, environ 600 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour assister 1,5 million de personnes au Niger et en 2016, l'État nigérien aura besoin de près de 63 milliards de francs CFA pour prendre en charge les déplacés du Nigeria et les retourner vivant dans la région de Difa. À l'occasion de la célébration hier 10 décembre de la Journée internationale des droits de l'homme, en souvenir donc de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la délégation de l'Union européenne au Niger a procédé hier à la signature de 4 contrats financés par l'Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme. Le résumé avec nos reporters Chebou Guissot et Nasser Dantofo. Nos droits, nos libertés toujours, c'est le thème de la campagne du 50e anniversaire de la Journée internationale des droits de l'homme. Elle vise à promouvoir et sensibiliser les populations du monde sur 2 pactes, le pacte international relatif aux droits civils et celui relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La campagne est centrée sur le thème des droits et libertés. La liberté de parole, la liberté du culte, la liberté de la misère, et la liberté de la peur, sur lesquels se fonde la Charte internationale des droits de l'homme. Ces droits et libertés sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient lorsque les pactes ont été adoptés il y a 50 ans. Dans un monde victime de la terreur, du Niger à la France, du Mali à la Russie, du Tchad au Liban, pour ne citer que quelques pays qui ont payé un lourd tribut face à cette abomination ces dernières semaines. La réponse forte que nous devons de manière unie offrir à la menace de la terreur est de réaffirmer notre credo dans les libertés et les droits qui ont une portée universelle et qui doivent être à la base de toute communauté. L'Union européenne, dans sa promotion des droits de l'homme au Niger, a donné un cachet particulier à cette journée à travers la signature de 4 contrats. Des 4 projets financés par l'Instrument des droits de l'homme que nous signons aujourd'hui pour un montant total de 562 900 €, donc environ 370 millions de francs CFA. 3 porte sur l'amélioration des conditions de vie dans les prisons du pays. Il s'agit des projets suivants. Défense et accompagnement des mineurs en conflit avec la loi en République du Niger, qui sera mis en œuvre par l'ONG Grandir dignement. Projet d'appui à l'amélioration des conditions de vie des détenus dans les prisons de Difa et de Tawa, qui a été proposé par l'ONG Agir Plus. Améliorer les conditions de vie des détenus au Niger, que l'ONG Soltis mettra en œuvre avec d'autres partenaires locaux. Le 4e projet vise la lutte contre les mariages précoces. Il s'agit plus précisément du projet de lutte contre les mariages d'enfants à Tidaberi pour une meilleure protection des droits des filles au Niger, qui nous a été proposé par l'ONG Plan Belgique. Des animations culturelles ont été également de la partie avec les territoires du Niger et les Gardawa qui ont délié en haleine les invités sur plusieurs thématiques, à savoir les problèmes de réfugiés et la violence conjugale. Les projets d'agenda 2016 des réformes sur le climat des affaires et celui de présentation du rapport Doing Business de 2016
sont objet depuis cet après-midi de validation au cours d'un atelier organisé par le projet d'appui à la compétitivité et à la croissance avec l'appui financier de la Banque mondiale. Soumela Abdoulaye et Adam Soumana pour le compte rendu. Cette cérémonie solennelle réunissant autour du ministre du Commerce 3 de ses homologues membres du gouvernement nigérien, la ministre nigériane de l'Industrie, le représentant résident de la Banque mondiale au Niger, les partenaires techniques et financiers ainsi que d'autres acteurs du monde des affaires est mise à profit par ses participants pour non seulement se pencher sur le projet d'agenda 2016 des réformes sur le climat des affaires, mais aussi la présentation du rapport Doing Business 2016. Ce dernier, qui est une publication de la Banque mondiale sur la mesure de la qualité et de l'efficience du cadre réglementaire, se veut la 13e d'une série de rapports annuels mesurant les régulations favorables et défavorables à l'activité commerciale. Au cours des 5 dernières années, le Niger a entrepris 8 réformes dans le domaine de la protection des investissements minoritaires, de la création d'entreprises, du transfert de propriétés, du commerce transfrontalier, de l'obtention des prêts et de l'octroi des permis de construction. Ces exemples innombrables qui impactent la vie réelle de nos concitoyens, si vous avez remarqué, je ne dis pas de vos concitoyens, je dis nos concitoyens, parce que la Banque mondiale se considère comme faisant partie intégrante du Niger, monsieur le ministre. Ces exemples innombrables, donc je le dis, qui impactent la vie réelle de nos concitoyens, illustre que ce rapport Doing Business synthétise que les pays africains subsahariens réforment leurs économies et deviennent de plus en plus compétitifs. Ainsi, il ressort du rapport Doing Business 2016 que le Niger se classe au 160e rang sur 189 économies, alors que l'année précédente, le pays occupait la 164e position et que le Niger mène des réformes à un rythme plus rapide que la moyenne régionale que de 7 réformes par an. Pour le ministre du Commerce, cet exploit est à mettre à l'actif des autorités de la 7e République, avec à leur tête le président de la République, Issoufou Mahamadou. Il vous souviendra que les autorités de la 7e République, avec à leur tête son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et son Excellence M. Brigitte Rafini, Premier ministre, chef de gouvernement, ont pris le ferme engagement de tout mettre en œuvre pour améliorer l'environnement des affaires en général et les indicateurs d'une business en particulier. C'est dans ce cadre qu'a été créé le dispositif institutionnel d'amélioration des indicateurs du climat des affaires qui, depuis son installation officielle en novembre 2014, s'est attelé à mettre en œuvre des mesures et réformes afin d'améliorer le classement d'une business de notre pays. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les efforts du dispositif ont été récompensés, comme en témoigne le classement de notre pays dans le rapport d'une business 2016 qui vous sera présenté tout à l'heure et dans lequel le Niger est passé de la 164e place à la 160e place. S'en sont suivies les présentations du dit rapport par le représentant résident de la Banque mondiale au Niger et celle du projet d'agenda 2016 des réformes sur le climat des affaires par le ministre Alma Omarou. Des présentations qui ont fait l'objet des débats avec à la fin la validation du projet. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a offert cet après-midi à notre pays un lot de matériel roulant composé de 7 véhicules 4x4 et 134 motos DT125 d'une valeur de 275 millions de francs CFA, un don qui entre dans le cadre du programme de coopération 2014-2018 entre le Niger et cette institution onisienne. Le résumé de la cérémonie de remise de cet important lot avec Michel Deji. C'est un don qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision de l'UNICEF à accompagner les efforts du gouvernement en faveur du mieux-être des femmes et des enfants à travers une prise en compte effective de leurs droits. Comme vous le savez, le Niger est l'un des rares pays à avoir atteint l'objectif 4 du millénaire pour le développement. C'est une remarquable réussite, la preuve que nous pouvons changer les choses. Cela nous encourage à poursuivre nos efforts, car la mortalité des mères, des enfants et des nourrissons reste un problème de santé majeur. Le manque d'hygiène et d'assainissement et les maladies en sont la cause principale, surtout le paludisme, les infections respiratoires
aiguë ainsi que la diarrhée. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, ces exemples illustrent combien il est important de travailler ensemble pour l'atteinte de résultats durables. La législation du Niger, qui s'aligne de plus en plus sur les conventions internationales, offre désormais un cadre prometteur. Un don vivement salué par le gouvernement. Cette remise de véhicules et de motos qui rentre dans le cadre de la coopération 2014-2018 entre le Niger et l'UNICEF permettra la mise en œuvre du programme de protection judiciaire juvénile et l'offre de services de qualité en conformité avec les normes internationales, la prévention et la prise en charge des enfants victimes d'abus et de violences et d'exploitation, le renforcement de capacités de suivi, de la mise en œuvre du programme d'éducation, l'accroissement de la consommation du sel adéquat iodé au sein des ménages et la poursuite des activités de service de l'enfant, c'est-à-dire les vaccinations, les cliniques mobiles, le monitorage et le transport des intrants. Je dois saluer ici l'exemplarité de la coopération entre le Niger et l'UNICEF. Depuis l'accord de siège entre la République du Niger et l'UNICEF, cette dernière n'a cessé de soutenir et d'accompagner notre pays dans ses efforts quotidiens de développement. Notons que les ministères bénéficiaires de ce don sont ceux de la santé publique, des enseignements primaires et secondaires de la population et celui du commerce et de la promotion du secteur privé. Quelques nouvelles hors de chez nous. La conférence de Paris sur le changement, sur le climat qui se tient donc à Paris prendra finalement fin demain samedi. Prévue en effet aujourd'hui, elle a été repoussée jusqu'à demain avec peut-être un accord entre les pays pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré Celsius. Une journée et une nuit de discussion en plus ne seront pas de trop. L'accord ambitieux se fait attendre. Les négociateurs ont passé la nuit à s'expliquer. John Kerry, l'Américain, comme les autres, sort vers 6 heures du matin. Il reste des points très difficiles, dira-t-il plus tard. Les tenants d'une ligne dure ne voient pas encore de solution au petit matin. Nous reculons dans ces discussions parce que la répartition des efforts entre riches et pauvres est au cœur du débat. Nous devons gérer avec la pauvreté et d'autres choses. Nous ne pouvons pas passer comme ça à la fin des énergies fossiles pour aller d'un seul coup vers les énergies renouvelables. La nuit a été rude sur fond de répartition des efforts de financement. Et pourtant, au début d'après-midi, Laurent Fabius et Ban Ki-moon veulent montrer qu'il leur reste de l'énergie, celle de l'optimisme. À l'issue des consultations que je vais avoir, je serai en mesure, demain matin, à 9h, de présenter à l'ensemble des partis un texte qui, j'en suis sûr, sera approuvé et sera un grand pas en avant pour l'ensemble de l'humanité. En tant que secrétaire général, j'encourage vivement les négociateurs à prendre leurs décisions en réfléchissant à la vision globale. Il n'est plus l'heure d'avoir un regard national sur les choses. Une bonne solution globale entraînera de bonnes solutions locales. Des organisateurs renforcés par des signes comme celui de l'entretien téléphonique entre Obama l'Américain et Xi Jinping le Chinois, qui voudraient renforcer leurs efforts pour trouver un accord. Un texte final, tout le monde l'espère, sera présenté samedi matin à 9h pour une approbation dans la foulée. Enfin, sport, football, le tribunal arbitral des sports, le TAS, a maintenu la suspension de Michel Platini de toute activité liée au football jusqu'au 5 janvier prochain. Il est tout de même optimiste puisqu'il lui reste encore une autre étape à franchir. Il sera en effet écouté le 18 décembre prochain par la FIFA. Optimiste, comme à son habitude, Michel Platini attendait beaucoup de son passage devant le TAS, le tribunal arbitral du sport, il y a 3 jours. Mais ce matin, cela ressemble un peu à un coup pour rien. Le tribunal explique qu'il maintient la suspension provisoire de 90 jours imposée à Michel Platini, mais ordonne à la FIFA de ne pas la prolonger. Le TAS s'est prononcé sur la forme et attend une décision sur le fond.
puisque la commission d'éthique de la FIFA a indiqué vouloir prendre une décision avant la fin de cette année. Alors laissons-la finir son travail et attendons une décision finale au fond. Michel Platini risque donc de voir sa bataille juridique se prolonger. Prochaine étape dans une semaine. Platini est convoqué devant cette fameuse commission d'éthique de la FIFA, l'instance qui a requis à son encontre une radiation à vie. Elle l'entendra sur le fond, puis rendra sa décision avant Noël. En attendant, son ambition d'accéder à la tête du football mondial semble compromise. Tout n'est pas perdu pour Michel Platini en tant que dirigeant du football. Il pourrait revenir un jour à la tête de l'UEFA, et donc ça, c'est en rien joué. Ce qui me semble jouer, c'est le fait qu'il n'aura vraisemblablement pas la possibilité de se présenter à la candidature à la présidence de la FIFA. Selon son avocat, Michel Platini reste confiant sur le fond de l'affaire et la solidité de son dossier. Pourtant, désormais, le match paraît difficile à... C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi.